Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent et accompagnent la nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi, c'est Erika et comme toujours, je suis avec Patrice Thierry, cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWeb CE. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir André Renaison. André fait partie des investisseurs aguerris qui ont traversé plusieurs cycles et conçu leur expérience directement sur le terrain. Il a occupé des postes de leadership clés dans l'investissement, notamment comme Investment Director chez Edmond de Rothschild, après un passage précédemment chez BNP Paribas Private Equity. Il a la particularité d'avoir un parcours opérationnel avant le métier d'investisseur. Et aujourd'hui, il est Managing Partner chez Meanings Capital Partners, société de gestion française, plateforme de private equity reconnue dans le Small Mid-Cap LBO, où il accompagne en tant qu'actionnaire représentant des fonds d'investissement aux côtés de leurs dirigeants les participations comme GEM dans Data et IA, Guyana dans la santé, l'Arbre Vert dans l'entretien écologique et bien sûr ProWeb CE qui fait partie des entreprises françaises successful dans lesquelles André investit au travers de fonds d'investissement LBO. À ce jour, sur plus de 20 ans, c'est 36 investissements en LBO Capital Development dans le PME française. Ce parcours lui a donné une vision très fine des enjeux de leadership, de scaling et de la création de valeur durable. Avec tout ce parcours derrière lui, André met cette expérience au service des fondateurs, dirigeants qui l'accompagnent. Dans cet épisode, on va parler de parcours entrepreneurial, des décisions structurantes, d'erreurs et de ce que signifie durer et évoluer quand on traverse plusieurs chapitres. André Renaison, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans Tomcat Next Gen. Merci, bonjour Erika. Merci Erika, Merci. salut André, ravi, Salut Patrice. je suis très content de t'avoir parmi nous sur ce podcast, ça me fait très plaisir pour plein de raisons et on va parler de plein de choses aujourd'hui. Ça me fait plaisir parce que ça fait depuis quasiment 17 ans qu'on se connaît. On a vécu des histoires assez extraordinaires ensemble. Je parle du point de vue professionnel, évidemment, même si on s'est bien amusé aussi. Non, ça, on n'en parlera pas. Ça, c'est qu'entre nous. Tu fais partie des stars françaises du LBO Small Cap, Mid Cap. Moi, c'est un sujet qui m'a intéressé et que je trouve qui est de plus en plus important pour l'écosystème de la French Tech. Il y a le venture au démarrage, évidemment, mais on voit bien qu'il y a les exits qui sont compliqués, de plus en plus compliqués à faire, et que le LBO Small Cap, Mid Cap peut devenir une porte de sortie et des exits assez intéressantes pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que je voulais, entre autres, faire cet épisode avec toi. On va parler évidemment de tout ce qu'on a vécu dans l'aventure ProWeb CE. On s'est rencontrés, comme je le disais, en 2009. À l'époque, je crois que je faisais à peine 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand tu es parti, on en faisait à peu près 9 millions. Tu t'en souviens encore mieux que moi. Et quand tu es parti, je crois qu'on en faisait pas loin de 100 millions. Donc une belle... 103. 103. On voit les financiers hyper précis, j'adore. Donc on va parler aussi un peu de ce parcours. Et puis ce qui est super marrant, après on va évidemment parler de ton parcours à toi depuis, et ce qui est très sympa, c'est que tu as été investisseur chez moi en 2009, on s'est quitté, on t'a racheté en 2015, et moi en 2015 je devenais LP du fonds que tu as rejoint, qui à l'époque s'appelait Mescaat Capital Partners et qui maintenant s'appelle Meanings, et tu vas en parler. Donc on a plein de choses à échanger ensemble, mais avant, moi tu sais, j'aime bien commencer, je crois que tu as écouté nos derniers LBO, j'aime bien commencer par voilà, qui était le jeune André. Je sais que tu as vécu loin de là, on en a parlé, tu as vécu hors de métropole. Oui, Donc, c'est vrai. qui était le, et tu as plein de passions. Qui était le jeune André, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait, où il habitait, qu'est-ce que ses copains disaient de lui, qu'est-ce que ses profs disaient de lui. Je sais que tu es très brillant. T'as plein de passions. Donc voilà, parle-nous un peu de ta jeunesse. Non, mais je pense Même que si tu fais toujours très jeune. Hein. Non, mais d'ailleurs, ça je m'impressionne. pense que ce qui est très important, c'est d'avoir reçu beaucoup d'amour et de bienveillance de la part de ses parents. Ça, je pense que c'est vachement important. Parce que c'est le plus important. Et je pense que ça te suit toute ta vie.
Et je pense que ça t'aide à te construire en tant que personne pour la suite. Puisque même dans nos métiers, si tu n'aimes pas les autres, je pense que c'est très difficile de faire du business. Enfin, je pense que toi, tu l'étais, notamment, on en reparlera dans ProWeb, mais c'était très important, la manière, ton contact avec les autres, la manière dont tu les faisais se dépasser. Et je pense que tu ne peux pas le faire si tu n'aimes pas les autres. C'est pas possible. Donc ça, je pense Alors, que c'est hyper intéressant. Excuse-moi, je t'interromps, ouais. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans le business et quand on lit les histoires d'entrepreneurs qui ont réussi, et tu en as lu plein, j'en ai lu, je pense que moi je les ai tous lus, même les entrepreneurs africains, asiatiques, j'ai tout lu. En fait, dans les dénominateurs communs, ils ont tous eu une enfance ultra difficile. Avec soit, tu vois, les Larry Ellison, les Jeff Bezos, qui ont été plutôt plus ou moins orphelins, abandonnés par leur père. Et donc, ils ont eu des enfances difficiles, ils ont eu souvent des parents assez stricts, assez durs. Ouais. Et donc, l'imaginaire, tu vois, te fait dire que pour réussir, en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir vécu une enfance difficile. Et toi, tu es en train de... Alors, attention, j'ai dit que tu es entouré d'amour et tout, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas des parents exigeants. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas la même chose. Avoir une éducation... Alors, je ne sais pas si c'était strict, mais en tout cas avec des valeurs et avec comment dire, de l'exigence, en tout cas dans les réalisations. Ça, oui, ça, j'avais des gens autour de moi qui étaient exigeants. Voilà. Donc, ils étaient durs, ils te poussaient, quoi. Là-dessus, oui. Je ne sais pas que ça soit... Alors, je vais te dire n'importe quoi, même pour faire de la pâtisserie, voilà, ma grand-mère... Tu dois faire le meilleur croissant. C'est exactement, c'est un peu ça, c'est ça, exactement. Non, je pense que oui, c'est important, ça, cette partie-là, et tu le dis, c'est très juste. Il y a quand même une certaine forme d'exigence, en effet, je ne sais pas si c'est strict, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, pas laisser passer à côté. Et je crois que tu avais, on en reparlera, mais je crois qu'un des succès aussi de ProWeb, et tu le disais très souvent, et ça je l'avais noté, très important, c'est pas passer à côté des petites erreurs, c'est-à-dire toujours corriger les petites erreurs. Ce qui fait aussi qu'on réussit, c'est qu'il y a la grande vision, mais il y a aussi le fait que chaque petit détail, dans la mise en œuvre opérationnelle, on ne le laisse pas passer. Et ça, c'est très, très important. Ouais, detail is success. Voilà. Mais je cite... c'est pas de moi, mais bon, je l'ai repris. Mais je sais pas qui l'a dit, c'est peut-être moi en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Donc oui, pardon, pour revenir à la question de départ. Le jeune André. Je vois que je veux savoir. Je vois que je t'ai surpris, donc je t'ai tout de suite mis dans l'inconfort. Là, le jeune André. Voilà. Donc pour dire oui, une enfance plutôt sous le sceau, avec un parent, par contre un père qui n'était pas présent quand même. Ah. Et donc celui qui a fait office de père, c'était plus mon grand-père. Okay. Et avec une partie plutôt entrepreneur. Donc mes grands-parents, en fait, du côté de ma maternelle, et puis d'ailleurs c'est vrai du côté paternel, et puis du côté maternel, plutôt des scientifiques, plutôt dans le médical, en fait, tout ce qui était ouais, là c'est le mix parfait, là. D'un côté entrepreneur, de l'autre côté scientifique, extraordinaire. Voilà, et quel type d'entrepreneur, c'était quoi leur business ? Alors eux, ils ont développé des concessions automobiles, ils ont été plutôt dans tout ce qui était mécanique, c'était un fou de mécanique, mon grand-père était un fou de mécanique. Et c'était où ? C'était en Île-de-France. Là, c'était en Île-de-France. Et puis, du côté, par contre, de mon grand-père de l'autre côté, lui, il a construit from scratch, from zéro, on veut dire, puisqu'au départ, il élevait des chèvres, c'est pour dire. Et il est quand même devenu à la fin sénateur en Guadeloupe, c'est pour dire. Voilà, donc le passage donc dans les années 60. Et donc lui, il a construit par contre toutes des structures dans le domaine, dans les domaines, comment dire, de la distribution, tout ce qui est vente d'essence, station d'essence, etc. Donc tous ces sujets-là, voilà. Ça, c'est de ton côté paternel, maternel ? Côté paternel. Paternel. Et mon père, mon père était chirurgien. Comment ils se sont retrouvés en Guadeloupe ? Parce qu'ils sont nés là-bas. Ils sont nés là-bas. Ils sont originaires. D'ailleurs, oui. Enfin, ça se voit peut-être pas sur ma tête. Là, les gens ne me voient pas dans le podcast. Mais moi, ils étaient plutôt café au lait, comme dirait l'autre. Voilà. J'ai plutôt du côté de mon père, c'est plutôt café au lait. Voilà. Et donc tu es né là-bas, tu as été. Alors moi, je suis né. J'ai failli naître. Enfin, c'est parce que l'avion, on n'est pas pu repartir. Donc je suis né en Île-de-France. Ok. Et donc, tu as fait ton début de scolarité en métropole. Alors, j'ai fait le tout début maternel, tout ça, en Guadeloupe. Et puis ensuite, je suis
je suis allé, moi j'étais du côté de Milly-la-Forêt, voilà, pour te dire tout. Ok. Et alors, c'était quoi tes passions quand tu étais jeune, là, quand tu étais au collège, lycée, à part l'école, je sais que tu étais le premier de la classe, ça je le sais, mais à part les maths et à part les études, c'était quoi tes passions? Non, j'étais pas mal. Oui, c'est vrai. Tu que lisais moi, déjà Business Week, Fortune non, Magazine moi, ou pas du tout? J'avoue que j'étais très mécano. Enfin, moi, j'ai construit un train énorme, enfin, voilà, avec des trucs de fou. Un train pour faire quoi, Guadeloupe, Paris? Fort-de-France, Paris? Non, mais je sais plus, il devait y avoir 7 lignes, tout automatisé, avec des montagnes, enfin, bon, voilà, des trucs assez dingos. Voilà. Et à quel âge? Et ça, j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans, et puis j'ai fini à 13-14. Voilà. Ah oui, un projet de 4-5 ans ouais, quand ça même. a pris 4-5 ans, ouais. Waouh. Ouais, je sais plus le truc qu'il faisait. Et alors une question. Tout le grenier, quoi. Et alors, Le grenier. et alors, une question que je t'ai jamais posée, mais donc tu avais quand même la moitié de ta famille qui était des entrepreneurs. Ouais. Toi, on a bien senti que le projet, travailler sur des projets, là, 4 ans, à l'âge de 9 ans, travailler sur un projet de 4 ans, moi je connais personne. Moi je faisais je sais pas, je jouais aux petits chevaux ou au Playmobil, la bagarre, la bataille, elle durait 30 minutes, quoi. Non, mais ça aussi. donc, oui, mais quand même, j'étais pas social. Hein. tu es resté focalisé pendant 4 ans sur un projet. Ouais. Donc tu avais quand même non seulement l'ADN d'un entrepreneur, et tu as montré aussi que tu pouvais rester focalisé de manière très, très forte sur un seul projet et très jeune. Comment tu expliques que tu as choisi finalement de ne pas être entrepreneur, mais plutôt d'être financier d'entrepreneur et accompagnateur d'entrepreneurs? Je crois que c'est une succession d'événements. C'est peut-être que... comment les... Ouais. Déjà, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que non. tu as pensé un jour être entrepreneur? Non, je n'y ai pas pensé en fait. Okay. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Déjà, première chose, tu as raison, je n'y ai pas pensé. Non, ça ne m'est pas venu à l'esprit. C'est vrai que c'était pas... Bon, j'ai eu un parcours académique. Voilà, donc, c'était trop facile. Comme ça se passait pas mal. Je poursuivais, ça marchait, donc j'avançais, voilà, etc. Donc je savais que voilà. Par contre, c'est vrai que moi j'ai fait plutôt une école scientifique. Je savais que j'étais pas prévu pour faire une école de commerce au départ. Ça c'est clair. J'ai complété, mais j'étais fait plus pour faire du technique au départ. Ouais. Donc dans ton environnement jeune, rempli d'amour, ça c'est super d'entendre ça, mais d'exigence aussi, avec une partie de ta famille entrepreneur, t'as pas senti ou personne autour de toi t'a poussé ou a essayé de t'aiguiller vers ce métier d'entrepreneur? Tu as eu en fait une forme de liberté totale dans ta famille où ils t'ont dit fais ce que tu veux, mais fais-le bien et avec amour. Ça. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est exactement toi. Non, mais en fait, ça a marché cette éducation. Parce que depuis que je te connais, c'est exactement ça. À chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu es super heureux de faire ce que tu fais et tu le fais super bien. J'essaye. En tout cas. Eh ben, ça marche. Ok, alors maintenant, si on passe l'étape de la jeunesse, l'adolescence et les études, et donc le fait que le sujet entrepreneurial, ça t'a pas effleuré, ou en tout cas, t'as pas senti d'appel. T'as pas senti l'appel de te dire, moi, je veux créer mon truc, je veux vivre mon histoire. Raconte-nous un peu comment t'es arrivé au métier donc de financier en venture et en LBO. En fait, au tout début, en fait, c'est un peu... donc, je fais mon école d'ingénieur et puis je me dis, je trouve que j'ai pas assez ce côté... Je comprends pas assez bien tout ce qui est gestion, finance. Et puis, le côté commercial m'intéressait déjà. Je trouvais que voilà, la communication... Je me dis, il faut que je complète ça. Donc je fais un master à l'ESCP, ce qui est une très bonne chose parce que ça m'a ouvert les chakras. C'est vrai que par rapport à l'école d'ingénieur agro, moi j'ai fait agronome, ça m'a ouvert les chakras, même si j'ai adoré mes études. Et donc,
En fait, j'ai fait un stage après chez Arthur Andersen Management, dans la partie. Ça existe encore, ça, Arthur Andersen? C'est devenu quoi? C'est devenu EY et puis Arthur Andersen Consulting sur la partie. Okay. Voilà. Mais c'était le top du top à l'époque. Ouais, c'était le top du top. Même moi, je voulais y travailler un jour, t'imagines? Je me suis dit, si je suis salarié, je veux bosser chez Arthur. Ouais, c'est ça. Et donc, il se trouvait que le conseil en junior, tu ne pouvais pas faire 100% de ton temps, tu avais la moitié de ton temps. Donc, je fais de l'audit en même temps. Donc, ça me permet de rentrer en fait, dans tout ce qui est compta, finance, gestion. Aller creuser les chiffres, tu vois, aussi comprendre une entreprise de l'intérieur, ça c'est intéressant. Et puis, ça me permet aussi de partir un peu à l'international, de voir plein de choses. Donc, ça, je passe 3 ans comme ça à faire ça. Mais quand on me dit qu'il faut 10 ans pour être partenaire audit, parce que quand tu es un G, il faut te reconnaître toutes les certifs et tout. Moi, je me dis là, bon, ça va pas faire. Tu connais les chiffs, mais tu connais pas le business. Et puis j'avais envie de faire, quoi. J'avais envie quand même de faire. Voilà. D'être opérationnel. D'être opérationnel. Donc je me dis à un moment, non, il faut, je veux aller dans une boîte, voir ce que c'est. Donc, je rentre chez un éditeur de logiciels qui s'appelle Fininfo. Et en fait, c'est assez génial parce que assez vite, déjà, je les remercie parce que les dirigeants de Fininfo m'ont laissé la capacité en fait de vraiment m'épanouir. C'est eux qui t'ont chassé, c'est toi qui les avais identifiés. Oui, c'est ça qui Donc tu t'es fait chasser. Je me suis fait chasser. En fait, c'est pour monter tout le contrôle de gestion. Okay. Voilà. Et assez vite, j'arrive. En fait, il n'y avait pas grand-chose de structuré sur cette partie-là. Donc là, on monte tout ça un peu sur Excel, on le fait à la va-vite. Voilà. Ah ouais, à l'époque, c'était Excel. Attends, tu sais que là, on a des jeunes auditeurs. Hein. Donc à l'époque, il y avait... Je peux te dire que tu peux en faire des choses. Hein. Oui, c'est quand même un des meilleurs logiciels du monde. Mais bon, maintenant, il y a des SaaS métiers. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est un peu limite quand tu as une boîte de 90 millions d'euros de faire ça que sur Excel. Ouais. Bon. Voilà. Bon, boîte de très forte croissance, très rentable dans l'édition logicielle, très reconnue. Enfin, boîte cotée, d'ailleurs, boîte aussi cotée. Ouais. Donc, avec cette exigence d'avoir des rapports financiers, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez vite, on se rend compte que tout le système est pas adapté en fait pour répondre. Donc le système informatique n'est pas adapté. Donc assez vite, moi je dis bon, ok, je fais un budget comme ça une année, mais enfin on va pas faire des reporting tous les mois comme ça. Enfin ça fonctionnera pas. Donc il y a un moment, il faut industrialiser et passer sur des gros systèmes. On met en place on dit il faut mettre en place un ERP. Et moi, à 28 ans, enfin 29 ans, je connaissais pas grand chose, quoi. Il faut quand même de l'expérience pour mettre ça. Donc, on choisit des conseils pour nous accompagner. Et j'ai une chance folle, c'est que je rencontre le mec qui a écrit les meilleurs bouquins en contrôle de gestion et en finance. Donc, voilà. Donc, qui était français Qui était français, qui était assez exceptionnel. Et donc, il s'appelle comment? J'ai plus son nom, excuse-moi, en tête, mais exceptionnel à l'époque. Ouais. Et donc, on lance ça, et donc, mais ça, c'est extraordinaire. Mettre en place un ERP dans une boîte, en fait, on voit tout. On voit tout ce qui se passe dans la boîte, tous les process. Surtout que c'était le début des déploiements de ERP. Voilà. Et alors, vous aviez choisi lequel on choisit évidemment. Alors, c'est là où on se dit, je suis entouré de gens quand même assez brillants parce que évidemment, on fait un vrai travail. Et là, on se dit, on va sur un produit en fait que personne connaissait, qui était tout nouveau. Et qui s'appelle Adonix X3, qui est quand même devenu la référence dans les boîtes, c'est devenu Sage X3. Et on a mis en place le premier ERP full web au monde. Wow. Donc, alors attends, mais avant dans l'appel d'offres, il y avait qui étaient les acteurs que vous aviez regardés? Il y avait Oracle, il y avait SAP, Oracle, SAP, tous les gros. Et Adonix. Et puis attends, excuse-moi, il devait y avoir du Générix aussi. Enfin, il y avait il y a 5 acteurs. Et Adonix, c'était quelle origine? Ça, c'est français? C'était français à l'époque. Oui. Après c'est devenu anglais. Oui, ça a été racheté après. Okay. Et alors, qu'est-ce qui a fait que, parce qu'on dit, tu sais, il y a la fameuse histoire de IBM, you never go wrong choosing IBM. Donc toi, en tant que jeune, 28 ans, première grosse expérience, première grosse responsabilité, tu aurais pu dire je vais choisir Oracle ou SAP, comme ça, même si ça ne marche pas, ça ne sera pas de ma faute parce que c'est les meilleurs du monde. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Adonix? Ça, c'est mon petit côté que tu connais. Petit côté rebelle, prise de risque. Voilà. Non, mais ça répondait pas assez en fait aux besoins. Donc, comme on répondait qu'à 70% des besoins avec Oracle et que l'autre répondait à 95%, on a pris le produit qui répondait à 95%. Ouais, mais comment une relativement jeune boîte Adonix à l'époque
par rapport à Oracle qui s'est créé en Parce 1981. on est allé creuser. Alors, on avait une grande chance. On était quand même dans le monde de l'informatique et du logiciel. On avait des gros spécialistes chez nous. Enfin, chez Fininfo, il y avait des spécialistes. Donc, l'avantage, c'est qu'ils ont pu aller regarder quand même que le produit, c'était un très, très beau produit. Okay. C'est vraiment un très beau produit. Donc, et après, en effet, on a regardé chaque fonction et on leur a demandé, en fait, on a fait un prototype avec eux et on a vérifié que ça fonctionnait bien pour nous. Voilà. Donc mais c'est vrai qu'on aurait pu faire plus simple. C'était beaucoup plus facile de choisir. Oracle. Ouais, beaucoup plus facile. Mais ce n'était pas bon pour l'entreprise. Donc tu as fait l'appel d'offre, tu as fait la sélection. Oracle est très bien sur plein de choses. Je ne suis pas en train de taper sur Oracle. Ouais. C'est un très bon produit. Non, mais surtout que moi, j'aime bien Larry Ellison. Je l'ai rencontré en 1989 à Boston. Il n'était pas très connu à l'époque. Mais ça m'a beaucoup changé. Et donc tu as fait le process de sélection et ensuite tu as fait le déploiement. Ouais. Alors, dans le logiciel, raconte un peu, parce que tu connais bien maintenant le métier du logiciel. Tu sais qu'entre ce qu'on te vend et ce qui est livré derrière, donc comment s'est passé le déploiement, surtout au regard de vos attentes et de vos expectations? Encore une fois, c'est toujours pareil. Tous les modules peuvent répondre, mais ce qui compte, c'est la recette et la conduite du changement. En fait, c'est toute la préparation de cette conduite du changement et faire en sorte que les gens prennent en compte les différents process. En fait, il faut prendre chaque formulaire, chaque process et les adapter quand il faut pour que les gens puissent les prendre en main. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est la formation des gens et leur prise en main. C'est le fondamental. Donc c'est pas le logiciel en tant que tel. Le logiciel, il peut être là, ok, ça peut être le meilleur du monde. S'il est mal pris en main, s'il n'est pas accepté par les équipes, ça ne sert à rien. Enfin, c'est autant mettre un produit moins bien, on va dire, mais que tout le monde va prendre en compte. Oui, mais souvent il y a une grosse différence entre ce que te vendent les commerciaux et la réalité fonctionnelle quand tu le déploies. Donc là, toi, tu as vécu une des rares histoires. Ouais. Alors, c'est peut-être que tu avais fait un super travail en amont de testing. Je pense qu'il y avait ça et on était bien accompagnés. J'avoue que les conseils qu'on a pris... Vous étiez passé par un cabinet de consulting. Oui, ce que je disais, la personne qui nous a accompagnés nous a beaucoup aidé quand même à faire moins d'erreurs, je pense. Ok. Bon, donc ça, c'est ta première expérience hands-on, opérationnelle avec le SaaS, sur le métier du SaaS. Ouais. Et en plus, et donc tu as été picousé. On passait l'an 2000 et les 35 heures en plus, ça je te rappelle. Alors, l'an 2000, bon, très bien, les 35 heures, c'est autre chose. Si on n'était pas aux 35 heures, on n'aurait pas de problème actuel. Ça c'est sûr. Alors, on fera un autre podcast. Oui, ça c'est un autre sujet, ça. Politique. Alors, donc tu as été, on va dire, picousé au SaaS. Et à ce moment-là, désolé, je te reposerai une question. Surtout 2000, c'était le début de l'Internet, c'était le début des financements de start-up. Tout était possible, un mec brillant comme toi. Ouais. J'ai oublié de te préciser un truc, c'est que c'est vrai que moi j'étais toujours un peu geek, j'ai oublié de le dire, mais j'avais créé un site internet en 96. Enfin, en plus t'étais geek, en plus t'étais créateur. Je suis un peu geek quand même. Voilà, oui. Et donc là, tu vas pas jusqu'au bout de la geekerie, on va dire, mais tu deviens opérationnel, c'est-à-dire pour une belle boîte comme Fininfo, tu participes au process de sélection d'un premier ERP. Le mot ERP, en 98, il y avait peu de gens qui le connaissaient. On ne s'en rend pas compte, mais l'ERP, ça date de 95, 2000. Donc tu participes à tout ça, et là, à ce moment-là, tu ne te dis pas, je vais pas essayer de lancer mon SaaS. Non, je sais pas pourquoi. Non, par contre, ce dont je me rends compte, c'est que par contre, je suis pas fait pour le court terme. Okay. Ça, c'est ce dont je me rends compte. Donc, je me rends compte que j'ai plus la capacité à gérer des choses dans le conceptuel et dans le moyen terme, long terme que le court terme. Et puis, je regarde un peu, mais c'est quoi les jobs, en fait, qui sont plutôt dans ce fonctionnement-là. Okay. Et puis, en fait, là, c'est des rencontres. J'ai un ancien d'Arthur qui me recontacte en me disant, tiens, je fais de l'investissement avec la famille Pastor, ça me plaît, machin. Est-ce que tu voudrais venir avec moi faire ça? Pastor de Monaco. Oui, de Monaco. Et c'est comme ça que c'est venu. Ils sont dans l'immobilier. Alors, oui, exactement, mais ils avaient une activité aussi à côté d'investissement. Okay. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est venu, en fait, finalement, le côté investisseur. Donc là, tu as été rechassé à nouveau? Oui. Incroyable.
Il y a une forte demande sur André Renaison. T'inquiète pas, après c'est moi qui. Ah ouais. Après, c'est toi qui as choisi où tu allais. Bon, après c'est moi qui me suis battu pour. Ah bon? Non, t'es trop modeste. Donc, tu as été chassé par la famille. Voilà, et Pastor. donc ça, alors après ça n'a pas duré longtemps pour une bonne raison, c'est qu'on a eu le 11 septembre qui est un peu planté parce qu'il y avait pas mal de startups dans les investissements. Puis il y a eu le crash Voilà. de 2000 Et et ils ont en rapatrié septembre une 2001. partie. Ils ont rapatrié une partie après de tout ce qui était investissement, mais donc notamment avec Gildo Pastor, c'était super. Hein, c'était des vrais businessmen. Oui, ça aussi on oublie. Hein, c'est des gens très businessmen, très structurés. C'était première génération ou il était déjà Non, deuxième génération? c'était deuxième ou troisième. Je crois, Troisième, ouais. Mais bon, enfin, c'est des entrepreneurs. Hein, c'est pareil, c'est des gens. Ouais, mais des fois la troisième génération, ils peuvent l'être un peu moins. Eh ben c'est ça qui est. Voilà. Alors C'est que là où là- on voit que voilà, l'environnement familial, le mode d'éducation, c'est pas une question. Voilà, lui, franchement, il pouvait s'arrêter. valeurs, comme tu dis aussi. Franchement, il pouvait s'arrêter Bah oui. de travailler sans Ah ouais. problème. Eh ben non, cette envie de créer, cette envie de construire, cette envie d'accompagner des projets, voilà, ben ça c'est top. Bon. Et donc il y a ça aussi. Et tu as fait quoi chez eux? Quand tu es Ouais, entouré, avec eux? donc c'était accompagnement de start-up justement et ce genre Ok. de choses, mais ça n'a pas duré longtemps. Sauf que j'ai vécu un truc qui était important, c'est que j'ai vu ce que c'était qu'aussi le cash, l'importance du cash dans ces métiers-là. Et donc ce que j'ai retenu, c'est que c'est vrai que je voulais faire de l'investissement, mais je pense qu'il fallait que les boîtes soient un peu plus matures. Voilà, Parce que là, tu étais dans du venture. ouais, là c'était plus du venture. Pré-revenu ou un peu de revenu quand même? Alors il y avait du revenu et pas, il y avait les deux. Ouais, parce que c'était le début, c'était Ouais. 2000. Ouais, 2001, exactement. ouais. Voilà. Donc C'est là que tu prends conscience que le venture, c'est quand même un peu Ouais, compliqué c'est un parce peu que complexe. la Voilà. boîte n'est pas assez Ouais, mature, il exactement. manque de cash. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça et qui savent très bien le faire et je pense que c'est très 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 important. Mais tu te dis que c'est pas pour Mais c'est toi pas pour moi. et que toi, Voilà. tu préfères plutôt être dans l'étape d'après. Oui, exactement. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en rendre compte. Et donc, donc après, je recherche un job, hein, on va dire, entre-temps. Et sachant qu'il y avait... Pourquoi tu cherches un job? Parce que tu as toujours été chassé, toi. C'est quoi? C'est Bah là, en c'est fait, pas ça, la famille c'est que- Pastor a arrêté son Bah oui, activité à venture. reprise, je rencontre ma femme à l'époque que tu connais. Karen. Voilà, et donc, je vais pas aller sur Monaco, donc je reste sur Paris, et donc je recherche un job sur Paris, et donc là, je suis recruté chez BNP pour mettre en place SAP. Donc tu repars sur le RP. Je là. repars sur le RP. Donc je Tu me leur as pas recogne. suggéré de mettre Adonix? Alors là, j'ai pas eu trop le choix, comme dirait l'autre. Là, j'ai pas eu le choix, comme dirait. Non, parce que là, tu es dans un énorme groupe, tu as plein de choses qui se passent qui font qu'à un moment donné, quand toute ta structure elle tourne sur SAP pour 51%, ben, ton choix, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais là, t'as plus trop Ouais. c'est plus un problème d'expression de besoin. Bah, ça fait partie des beautés du marché du SaaS. C'est ce que je dis Ouais. à tous mes jeunes entrepreneurs et ce que j'ai vécu, c'est qu'une fois que tu as déployé ton SaaS quelque part, et c'est ce que nous avait dit Larry Ellison en Ouais. 1989 quand il était venu parler à Babson, il nous a dit une fois que vous êtes déployé chez un client, Ouais. c'est quasiment impossible pour le client de vous quitter Bien parce sûr. qu'il vous utilise au quotidien. Toutes ces données sont sur votre logiciel. En plus, il y a déjà une roadmap avec le client qui est déjà établie sur 6, voire 18 mois pour faire toutes les évolutions. Donc, c'est un métier béni, quoi. Et donc Bah là, oui. c'est exactement Et ce qui s'est alors, passé. Tu as été forcé Par pour contre, SAP. la force aussi, c'est que là, tu peux aller plugger des choses sur SAP, puisque parfois, il y a des outils qui ne sont pas assez ergonomiques ou qui ne sont peut-être pas assez experts. Puisque SAP, c'est normal, c'est une vision industrielle de l'ERP. Donc, il peut répondre, mais parfois, c'est des produits trop lourds, je veux dire. Donc, parfois, dans des produits métiers, tu vas aller chercher des produits plus experts, mais plus ergonomiques, plus faciles à utiliser par les métiers. Là, c'était. En fait, BNP avait déjà déployé SAP dans différentes Voilà, filiales exactement. du groupe. Ouais. Et toi, tu rejoignais une des filiales. Et Moi, donc, il n'y avait c'était pas la le choix, en partie fait. IT. C'était Toi, la c'est la partie partie IT. Et, France IT, Groupe. non, c'était Europe, là, c'était tout le groupe. Et donc, le patron de l'IT, c'était Hervé Guezel, à l'époque. Mais IT France, Monde. IT Monde, c'était Ok. IT Monde. Ah non, mais là, on était sur la structure Monde. Ok. Il y avait toute Ah ouais, donc la super. partie. Donc là, Énorme projet. là, on voyait tous les projets, d'ailleurs informatiques, tous les projets informatiques du groupe. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, avec des gens extrêmement brillants. Enfin, je veux dire,
Tu as 25 responsables de BU, là, c'est énorme, c'est 12 000 personnes. Enfin, Et alors, est-ce que tu dirais que là, justement, il faut une capacité, on va dire, d'être calme, d'avoir beaucoup de patience pour vivre ce genre de projet, parce que 25 patrons ou alors de filiales ou autres qui siègent au comité de direction, au comité exécutif ou au comité opérationnel, en tant qu'entrepreneur, ça rend fou. Il faut que tu aies le support du DG. Voilà, c'est tout. Si t'as pas le support du DG, c'est ça en fait. Il faut que tu aies le support du DG parce qu'à un moment, il faut qu'il dise stop, on arrête et on avance, les amis. Mais ça, est-ce qu'il peut le faire tout de suite, facilement, ou est-ce qu'il faut perdre beaucoup de temps c'est intéressant parce que pour arriver à ce moment-là. Ça, par contre, j'ai beaucoup appris sur le timing. Il faut gérer le timing et gérer les susceptibilités. Mais il y a un moment. Quand on met en place des systèmes, tu n'as plus le choix. C'est un moment, tu dis aux amis, bon, les amis, vous êtes très gentils, vous voulez chacun votre petit truc. Mais enfin, là, on y va maintenant. Et donc là, c'était top parce que d'avoir quelqu'un qui est supportif, c'est très, très important. Donc, il faut un patron de projet qui a du poids, de la poigne. Parce que moi, j'étais en maîtrise d'ouvrage. Ouais. Donc, en maîtrise d'ouvrage, à un moment, il faut que le donneur d'ordre qui représente le groupe, qui est ton client, en fait, à la fin, lui, il soit vraiment fort. Et là, lui, c'était le c'était le numéro 7 de la banque. Donc, du groupe. Donc, c'est bon, il était au COMEX. Parce que tu vois, dans le SaaS, ce qui est hyper... pas hyper, mais ce qui peut être frustrant pour un patron ou un fondateur de boîte de SaaS, c'est... déjà, c'est compliqué de développer ton produit. Hein. Ensuite, le go-to-market, d'aller le vendre, c'est compliqué. Mais après, de le faire déployer par tes clients, ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans, alors que toi, tu imaginais que le client, il allait le déployer en 1 mois. Tu vois. Là, on l'a fait en 24 mois. 24 mois, voilà. Donc, ce qui est extraordinaire. Mais parce que... Comme ça, c'est extraordinaire, mais c'est quand même d'une longueur... c'est énorme. Mais par contre, ça n'aurait pas été possible si tu n'as pas un drive. Et après, le type, il a de l'expérience à un moment. Enfin, moi, je rongeais mon frein, tu me connais. Donc, de toute façon, ça c'était clair. Mais non, tu apprends beaucoup. Parce qu'en fait, aussi, alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu apprends à communiquer. Tu apprends à communiquer à des hauts niveaux. Tu apprends la politique. Tu apprends la politique. Et c'est essentiel aussi dans la vie au quotidien. Parce que tu peux pas toujours amener les choses de manière frontale. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de... Bien sûr, mais tu vois, avec tous les jeunes qui passent par la Tomcat, tous les jeunes entrepreneurs, évidemment, tu vois, on discute des sujets création de produits, vente, et puis ensuite on discute du sujet déploiement et optimisation et accélération du déploiement de ton SaaS chez tes clients. Donc toi, ça serait quoi les conseils, comme tu as vécu ça dans des grands groupes en interne, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux jeunes entrepreneurs SaaS français sur comment optimiser leur processus de déploiement pour que non seulement ça soit fait le plus rapidement possible, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'eux, ils commencent à toucher leur cash et l'abonnement. Une boîte de SaaS, elle commence à toucher son abonnement quand le SaaS est utilisé, déployé. Moi, je pense qu'il faut maximiser, il ne faut pas hésiter à faire des prototypes, il ne faut pas hésiter à pas les violer, mais les violer de manière... non, mais business. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans des grands groupes comme ça, tu peux pas... il faut que tu rentres d'abord. La première chose, c'est d'être référencé, de rentrer, de faire des choses. Ouais. Quand on est sur des petits niveaux, ils ont quand même une petite liberté. C'est-à-dire que les responsables de métier ont un peu de liberté. Donc, je pense qu'on peut aller capter du business un peu en dehors des grandes chaînes d'achat et des grandes chaînes de... Okay. Voilà. Donc ça, en effet... Donc, commencer par des clients de plus petite taille ? Par du SMB. De toute façon, déjà, oui. Si on n'y arrive pas si les grands, ça ne marche pas, on ne va pas attendre 3 plombs. De toute façon, on ne peut pas attendre. Quand on est en start-up, on n'a pas le temps. Il y a un moment, il faut rentrer du revenu. C'est gentil, mais quand on a le produit, il faut rentrer du revenu. Donc là, il y a un moment, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire tu ne peux pas passer des heures carrées pour aller capter un deal. À un moment, il faut aller chercher du deal. Et puis, au fur et à mesure, quand tu te fais de plus en plus connaître, et plus tu te fais connaître, voilà. Et puis, il faut user du réseau. C'est au maximum de son réseau. Donc ce réseau je parle dans les startups, évidemment, les actionnaires, évidemment, son réseau propre. Il faut tout faire pour aller... Donc ça, c'est le go-to-market. Mais sur le déploiement en tant que tel, comment tu peux... tu vois, moi, un des KPI que j'avais mis en place chez ProFCE, tu le sais,
c'était notre délai de déploiement moyen Bien sûr. par strate de clients. Donc Ouais. le SMB, on essayait de le déployer en 30 jours, Ouais. le mid-market en 120 jours Ouais. et les large cap, comme toi, en 365 jours, voire 800 jours. Donc, c'est quoi les conseils pour justement optimiser ce délai de déploiement, pour accélérer le déploiement et la prise en main par tes clients de ton logiciel? Déjà, il faut vérifier qu'il y a un vrai besoin et que chez ton client, déjà. Ouais, qu'il y a un vrai wow effect. Ça, il y a le premier sujet, c'est vérifier ça. Et puis après, il faut vraiment suivre dans un CRM vraiment des actes factuels. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à diminuer à ce moment-là. Si on n'arrive pas à choper tout l'ensemble des use, en termes de nombre Use de case. c'est pas licence, par exemple, en nombre d'abonnements, il faut peut-être réduire le nombre d'abonnements, mais il faut rentrer. Moi, je pense que ça, c'est très important. Parce que souvent, on se fait... Donc un POC, en fait. Ouais, moi, je pense qu'il faut faire des POC. Il ne faut pas hésiter. Devenir, Ouais. Et puis en plus, moi, tu as raison, c'est souvent ce que je leur dis. Et en plus, en faisant le POC, Voilà. non seulement tu fais rentrer un peu d'argent, mais surtout, tu vas faire le truc le plus important, c'est que tu vas te confronter à la réalité. Ouais. Et donc, tu vas être chez ton client, tu vas parler à des vrais utilisateurs. Et en fait, tu vas peut-être comprendre des choses totalement différentes de ce que tu imaginais. Et donc, tu vas faire évoluer ton produit. Et ton effet wow va devenir beaucoup plus massif. Non, mais surtout, ne pas être éloigné de la réalité, je te rejoins. Surtout ça. C'est très important. Pas vivre dans un monde théorique. Ouais. Sinon, ça reste... C'est pas pratique. voilà. Ok, alors BNP, donc là tu déploies du SAP en 2 ans. Donc là, ça doit être une charge mentale, de la politique. En fait, conceptuellement, c'est ultra simple. Mais le plus difficile, c'est la mise en œuvre, en effet. Enfin, pardon, le côté, ce que tu dis, le côté politique. Ouais. Voilà. C'est pas le côté conceptuel. Le côté conceptuel, c'est beaucoup plus difficile chez Visinfo. Et là, tu as fait tout le projet, ouais. du début jusqu'à la mise en production, utilisation, etc. Recettage, tout, c'est 700 personnes formées. Enfin, c'est un truc de malade. En termes de taille, c'était important. Il y avait 60 personnes en indirect et on avait 8 personnes en direct sur la partie maîtrise d'ouvrage. Donc c'est à peu près 250. Là, quand on parle de... d'ailleurs, c'est marrant parce que Skype, tout ça, on les utilisait déjà. On était évidemment... Maintenant, c'est Zoom. Mais... On était multilocal. C'était pas seulement en France, évidemment. Et puis surtout, c'est la gestion d'une boîte email. Là, j'aurais adoré avoir de l'IA. C'est-à-dire que là, il faut que tu aies une gestion. Justement, tu parles de Skype, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est quand même un des énormes flops. Là, ça a été un super succès. En fait, ça a été montagne russe. Comment t'expliques que Skype, moi, je sais pas, je comprends pas comment Skype a pu être précurseur à ce niveau-là. A pu faire un tel carton et passer dans les mains de Microsoft notamment. Je crois que c'est Microsoft qui l'a racheté. Faut pas se battre contre Microsoft, c'est tout. Ouais. Mais Microsoft l'a racheté, non? Oui, c'est pour ça que pour le tuer en fait. Ah oui, non, et puis ils avaient besoin, de toute façon, ça faisait partie des outils dont ils avaient besoin. Donc, mais... Zoom est arrivé à la place. Voilà. Ok, et après la BNP, alors qui t'a chassé ou... Alors non, c'est une mobilité interne. Ah. Donc, et là, c'est là où c'est intéressant. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est là où, déjà, les réseaux, ça marche. Parce que moi, je remercie le réseau ECP et d'ingénieurs agro parce que ça m'a permis, quand je suis passé dans l'investissement, et puis il faut un peu de chance après, il faut du travail, il faut de la chance. Voilà. C'est un mélange de tout. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir où je voulais aller dans l'investissement. Enfin, réellement, pas me tromper sur la nature de l'investissement. Donc j'ai pu voir les gens par exemple le project finance. Donc là, c'était le financement des infrastructures pétrolières, etc. Et j'ai vu que c'était pas trop pour moi. Voilà. Ça, c'était un projet quoi, d'État? Non, c'est, je veux dire, il y avait plusieurs types. En fait, dans l'investissement, on parle de venture. Oui, mais d'accord. en fait, il y a énormément, oui. même quand on est dans le small, mid, large, tu as toutes les verticales. Tu as toutes les verticales. Tu as plein de types d'investissements, en fait. Donc, faut savoir. Donc là, tu as affiné la verticale qui te plaisait le plus. Exactement. Et donc, ça m'a permis, en tout cas, ces rencontres m'ont permis, et ça, je les en remercie. Et là, il y avait une force. Voilà. Et ça, je peux dire, par contre, c'est vrai que ça, les écoles de commerce savent bien faire.
Je sais réseau. qu'on me l'a dit aussi sur HEC, l'ESSEC, et toi, aussi, oui, je suis bête. Mais ça, il y a une vraie force, et je pense que ça, c'est ce qu'il faut dire aux écoles d'ingénieurs. Il faut les anciens, les clubs d'anciens, tout ça, c'est vachement important. Ouais. Et oui, donc, c'est comme ça. Et puis après, c'est un coup de chance. Tu vois, je croise dans le cadre comme ça de rencontres, je croise ce qui est devenu aujourd'hui Azulis, un des associés d'Azulis. Et puis, je les rencontre, et puis il se trouve qu'il n'y a pas de job, mais on fit bien. Franchement, ils se disent, en plus, le parcours chez Pastor était intéressant. Enfin, ils disent, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a des choses à parfaire, voilà, dans mon parcours, mais ils disent, pourquoi pas, ça serait intéressant d'avoir un profil comme le mien dans l'investissement. Et puis, mais un coup de bol dingue, hein. 3 jours plus tard, on me rappelle et on me dit, il y a un type, tiens, en fait, on va le faire changer, évoluer. Est-ce que tu veux aller faire... Alors moi, ça me réduisait en termes de type de poste. Et c'est ça aussi que je veux faire passer un peu aux jeunes. Il y a un moment donné, quand on veut quelque chose, faut accepter d'y aller, même si on perd en salaire. Voilà, j'ai pas eu d'ego. Tu t'es remise en question, et tu as compris qu'il y avait un nouveau chemin pour toi, et tu as pris la décision, prise de risque, sans ego. Exactement. C'est ce que je veux, donc j'y vais. J'avais 35 ans. 35 ans, j'avais quand même piloté pas mal de... Enfin, j'avais piloté des gros sujets. Toujours très jeune, mais non, mais je veux dire, j'avais piloté des gros sujets. Tu vois, je pouvais continuer. Tu pouvais rester dans la BNP, monter, etc. Ouais, exactement. Donc là, je t'ai réinventé. Voilà, je fais le switch, et là, en fait... ça a été top parce que je suis arrivé. Alors, c'était un fonds qui, au départ, faisait beaucoup de co-investissement. Et puis qui reprenait un peu comme en fait il y avait toutes les parties de BNP qui sortaient. En fait, stratégiquement, ils ne voulaient plus faire de l'investissement en direct parce que pour des raisons de risque aussi pour le groupe. Donc ils ne voulaient plus qu'être sur des très gros sujets de co-investissement. Mais ils ne voulaient plus être en investissement direct sur les PME, etc. Donc ils gardaient juste le bras armé sur la partie banque de détail. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. C'était quoi la thèse d'investissement de ce fonds ? C'était vraiment... Alors là, c'était investissement... alors, c'était accompagner certains des fonds de la sphère BNP, donc dont la partie... la partie LBO, la partie venture... télécom dans lequel étaient Pierre-Éric et Pierre-Yves, et puis la partie venture biotech, donc qui était Banexi Ventures à l'époque. Ah, Banexi, voilà. C'est ça. Donc toute la sphère Banexi, toute la sphère Banexi, en fait, c'était co-investir dans ces fonds-là, et puis comment s'appelait cette star du venture chez Banexi là, qui avait investi chez ma consoeur, Canal CE. Si on en avait parlé plusieurs fois. Il avait investi dans une biotech, vous savez. Ouais. Tout à fait. Non, mais j'ai plus le... Mais tu as bossé avec lui, donc. Oui. Ouais. Donc en fait, toi, tu as bossé chez Banexi. Alors moi, j'ai bossé. Oui. Alors moi, c'était pas Banexi, ça s'appelait BNP Paribas Private Equity. Ah, voilà. ok. Et donc c'était intéressant parce que pour moi, en fait, ça me permettait. J'arrivais, il y avait des fonds qui existaient, il y avait de l'argent à déployer. Et en plus, il y avait une part de risque plus ou moins forte, puisqu'il y avait du direct, mais il y avait beaucoup de co-investissement. Donc, ça me permettait en même temps d'apprendre le métier. Et ton LP principal, c'était la BNP, en fait ? Oui. Ouais. Et après, vous faisiez du co-invest. Oui, exactement. Donc, ça, c'était bien. Et puis, on était sur des tickets raisonnables. C'était 2,4, 2,5 millions. À l'époque, c'était pas mal. Beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup. On a oublié cette époque. On a oublié cette époque, c'est vrai. Mais ça me donnait la capacité, en tout cas, de pouvoir m'exprimer. Et alors, comment tu es passé de BNP Private Equity au Graal ? Puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire Edmond Rothschild Investment Partners. Parce que tu sais, pour la petite histoire, donc moi qui ai tellement souffert avec les investisseurs, parce que personne ne voulait investir dans ma boîte pendant les 5-6 premières années, quand ma boîte a commencé à cartonner et que tous les investisseurs d'un seul coup, tiens, en fait, c'est vachement intéressant ce que tu fais. Là, j'ai eu un petit caprice d'enfant. Je me suis dit, moi, en fait, je veux Rothschild dans mon capital. Ouais. Tu vois, je me suis dit, je veux un truc classe, je veux une belle marque. Et puis, c'est toi qui es arrivé. Je me suis dit, putain,
en plus, le mec, il fait pas du tout Rothschild, il est hyper cool. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. J'ai la marque et j'ai un mec qui me comprend, hyper cool. Alors, vas-y, raconte comment t'es passé de BNP à Rothschild. Non, mais le truc est très simple. C'est ce que je te disais. La stratégie en fait de BNP n'était plus pour soutenir l'investissement direct PME, donc ils sortaient les sphères Banexi. Donc, il y a un moment, il n'y avait pas un avenir. Je veux dire, on n'était pas poussé par une stratégie du groupe. Donc, de toute façon, je savais qu'à un moment donné, il fallait changer par construction. Et donc, après, c'est le hasard des rencontres. Hein, tu vois, j'ai rencontré, là, c'était Alexandre à l'époque, Alexandre Foulon. Et c'est comme ça. Et il y avait un poste. Et ils étaient en train de développer l'activité small de Edmond Rothschild Investment Partners. C'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Donc c'était top puisqu'il y avait avec une équipe en plus reconnue qui était, donc là tu les as rejoints en 2007 non 2008 en septembre 2008, le jour de la faillite de Lehman Brothers. C'est bien et ils t'ont gardé. T'as fait la période d'essai. Surtout c'était sympa pour faire les investissements septembre 2008. Et alors et donc tes meilleurs investissements durant cette période? ProWebCE bien sûr. Évidemment. Le plus beau TRI. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et donc, nous, on s'est rencontrés en 2009. Et alors, justement, peut-être ce que tu peux nous raconter, et pour les jeunes entrepreneurs qui lèvent de l'argent, c'est hyper intéressant, c'est de se mettre plutôt dans la peau de l'investisseur. Oui, bien sûr. C'est qu'est-ce qui fait que tu es séduit ou qu'est-ce qui fait que tu vas décider d'investir dans un entrepreneur et une start-up ou pas? C'est quoi pour toi, très personnellement, c'est quoi tes critères de sélection? On est en PME. Le porteur du projet, c'est hyper important. Voilà. Donc d'abord, c'est le manager qu'on rencontre. C'est fondamental, l'entrepreneur. Moi, je t'ai rencontré, tu sais que tu vas faire de l'argent ou pas. Excuse-moi, c'est un peu... Pourtant, j'en faisais pas beaucoup à l'époque. non, mais ça, c'est le premier. Et puis après, on est dans un monde... des premières choses, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est un travail d'équipe. Hein. On croit toujours il y a non, c'est toujours un travail d'équipe, c'est un choix d'équipe. On met notre argent en commun dans des fonds. C'est un travail d'équipe. Ça, c'est très, très important à comprendre. Après, tu as toujours quelqu'un qui lead dans l'équipe pour porter un investissement. Il faut qu'il y ait... Donc là, il faut de la conviction, il faut avoir envie, il faut donner l'envie aux autres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment, moi, je suis lead, puis à un moment, je suis challenger. Parce que quand c'est les autres qui m'apportent un investissement, moi, je fais le challenger. Donc, on est toujours dans ce mouvement, en fait, à chaque fois. Et donc, oui, évidemment, le management, c'est fondamental. Il y a ça. Et puis après, tu rentres dans des sujets plus analytiques. C'est-à-dire qu'en fait, alors déjà, tu vérifies que ça rentre dans les critères de ton fonds. Ça paraît un peu bête, mais c'est un peu basique. Est-ce que tu rentres déjà dans les secteurs que tu as le droit de faire? Est-ce que tu rentres dans des critères financiers qui font que tu as un minimum d'EBITDA, tu as un minimum un certain nombre de choses qui font que... Donc chez Edrip, la thèse, elle était bien écrite. Je veux dire, il y avait beaucoup de guidelines. Tu as des fonds dans lesquels tu vends une politique d'investissement de façon à tes souscripteurs. Très précise. Elle est précise. Elle est structurée, elle est précise. Tu n'as pas le droit de toute façon de sortir complètement. Alors après, si c'est à la marge, tu peux faire, mais c'est quand même assez structuré. Voilà. Donc le founder, l'équipe, les critères qui sont décrits dans la thèse. Oui, après il y a la manière de présenter aussi la vision, la manière de présenter le BP, la manière de présenter qu'est-ce que je veux faire avec la boîte. Enfin, voilà. Le marché, la taille du marché, l'aspect concurrentiel. C'est des exactement. Et après, il y a toute l'analyse stratégique où là, tu le fais au départ avec tes petits bras et puis après, tu le fais de manière plus structurée en l'analysant de manière plus structurée, voire en prenant des conseils. Et est-ce qu'il y a des red flags? Est-ce qu'il y a des trucs où toi, t'es sorti d'un entretien? Parce que tu vois, maintenant, tu sais que moi, j'investis beaucoup, donc je suis passé de l'autre côté. Est-ce que des fois, t'es sorti d'un entretien avec un founder où pendant, 50 minutes, tu te disais « Waouh, c'est génial, j'y vais, je vais le présenter au comité d'invest ». Et à la 51e minute, il dit une connerie et ça devient un red flag pour toi. Est-ce qu'il y a des red flags qui te bloquent? Non, si c'est très bien pendant... il faut vraiment que le truc soit énorme, quoi. Bon, alors peut-être pas de cette manière, peut-être que je l'ai mal présenté, mais est-ce qu'il y a des red flags quels seraient les red flags pour toi qui te feraient dire no go
sur un investissement alors que tu pensais que le marché était plutôt pas mal, le produit était plutôt pas mal. Non, le sujet fondamental, c'est l'alignement d'intérêt. Il n'est jamais complètement parfait, mais il faut qu'il y ait à 80% un alignement d'intérêt. Donc c'est très important que quand tu investisses, tu te dises à la sortie, je ne vais pas avoir un désalignement total avec la personne en termes de sortie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu discutes de la sortie dès les premières discussions. Oui, bien sûr. Bah, rappelle-toi. Ouais. Mais justement, non, on n'a pas beaucoup discuté. Mais oui, à un moment, oui, c'est vrai que quand tu m'as demandé 3X en 2 ans et demi, j'ai dit, ouais, c'est cher. Hein. Mais je l'ai fait. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, tu feras pareil avec Minix. Bon, alors d'ailleurs, tiens, on peut peut-être basculer, mais on va revenir sur ce sujet-là. Donc, bon, Edrip, ok, super expérience. T'as adoré. J'ai adoré aussi bosser avec vous. C'était génial. Mais avant de parler de Minix, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu un spin-off de Edrip entre les départs vers Minix, ce qui était Mescalade Capital Partners. Une partie sont partis chez Andera. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Edrip ? Avec Edrip, il y avait des choix de sortie de Rothschild, déjà, première chose. Justifié certainement avec... il y avait ça, et puis après... Tu sais, c'est toujours pareil. Moi, je remarque, quand on te voit toujours comme le petit, c'est un peu embêtant, quoi. À un moment donné, tu es obligé de redonner du souffle, voilà, etc. C'est tout. Hein. C'est pas prioritaire, ouais. Voilà. Et donc, il n'y a pas de ressenti ou quoi que ce soit. C'est une super équipe, c'est des gens qui travaillent extrêmement bien. Mais il faut pouvoir, à un moment, de toute façon, tu dois sentir, il faut que tu aies la dynamique, il faut que tu aies envie, il faut que tu aies envie de te bouger. Tous les jours, tu dois te bouger pour aller chercher de l'investissement, te remettre en question, avancer. Voilà. C'est un métier où il y a un mélange de... comment dire ? Il faut du recul, il faut de l'humilité, il faut donner envie. Alors justement, c'est exactement la question que je vais te poser. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile pour toi de trouver des bons entrepreneurs aujourd'hui qu'il y a 17 ans quand on s'est rencontrés ? J'ai pas vu là-dessus, j'ai pas vu de différence, pardon, excuse-moi. Mais est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce que tu en trouves plus facilement, moins facilement ? Alors je pense qu'ils sont plus éduqués et qu'il y en a certainement plus parce qu'ils sont plus éduqués et que, en tout cas, peut-être le LBO fait moins peur. Voilà. Oui, parce que le LBO, ça existe. Moi, j'ai découvert ça avec toi. C'est vrai que maintenant, ça y est, tout le monde en parle et c'est c'est ce que je disais en préambule, c'est une super exit pour des entrepreneurs et des fonds de venture de pouvoir valoriser leur participation. Mais moi, ma question, c'est plus au niveau de l'entrepreneur français. Oui. Donc toi, ça fait quand même 20 ans que tu bosses que tu finances des entrepreneurs français. Est-ce que sur les 20 dernières années, donc là, tu dis que tu les trouves plus éduqués, mais est-ce que tu trouves qu'il y en a plus en quantité ? Donc en quali, ça s'améliore si je comprends bien. Mais en quantité, est-ce que tu arrives à faire plus de deals ? Est-ce que tu en vois plus ? Ou est-ce que tu trouves que ça ne bouge pas assez ? Parce que moi, je trouve que ça bouge pas assez. Ouais, ça bouge pas assez, on est d'accord. Moi, ça fait... attends, excuse-moi, en même temps, on fait tout pour que ça avance pas comme ça. Ah oui, ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera. Et comme tu m'as donné qu'1 heure de ton temps, j'adorerais qu'on parle un peu de politique intérieure, mais malheureusement, on va pas avoir le temps avec le délai que tu m'as donné. Mais on refera. Mais effectivement, tu es d'accord. Moi, j'ai fait mes premiers investissements en tant que business angel en 2012, donc tu vois, 3-4 ans après que tu aies démarré dans le marché. Donc ça fait quand même 14 ans et je trouve que on n'a pas un flux massif. Moi, je pensais qu'on aurait beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui qu'il y a 12-13 ans. Je suis d'accord, mais parce qu'il faut aider les gens à prendre du risque et avoir un mindset différent de celui qu'on a aujourd'hui, qu'on les bloque tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de bloquer tout le monde. Qu'il y ait des normes, qu'il y ait des choses encadrées, qu'on fasse attention aux plus faibles, évidemment, c'est normal. Enfin, je veux dire, faut pas aller dans le débile. Mais là, ça bloque tout. Enfin, ça bloque trop les gens. Il faut arrêter de bloquer les gens. Voilà. Tu sais, il y a une interview de Jeff Bezos excellente où un journaliste français lui dit ouais, Mr Bezos, le mot entrepreneur, c'est un mot français. Alors, comment vous expliquez qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs en France ?
Et Bezos, il répond exactement ce que tu viens de dire, tu vois, tu as un point commun avec Bezos. Je suis très fier il dit, mais en fait, c'est pas le mot qui est important. Ce qui est important, c'est la relation au risque. Il dit, nous, les Américains, on adore la prise de risque. Vous, les Français, vous avez peur du risque. Vous voulez toujours dérisquer. Mais la vie, c'est risqué. Voilà. La vie, ce n'est pas... Alors, elle est trop courte pour dérisquer. Ça, par contre, si on reprend l'expérience familiale, moi, j'ai toujours eu des gens qui, déjà, qui comptaient pas leurs heures, première chose, et puis deux, qui prenaient des risques. Enfin, je veux dire, j'ai pas été entouré de gens qui n'étaient pas dans la prise de risque. Et puis, ils n'attendaient pas à ce que l'État y réponde à tout. C'est le premier sujet. Déjà, arrêtons. Enfin, je dis pas que ce soit capable pour tout le monde de le faire, mais en tout cas, ceux qui, comme nous, normalement, on doit pas être dans des phénomènes où... Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait... soit engoncé. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est pour ça qu'on fait la Tomcat. C'est pour encourager les jeunes et je t'en remercie. À prendre du risque et qu'on invite des gens comme toi qui expliquent que c'est bien de prendre du risque et qu'il y a toujours des financiers qui seront là pour les financer en plus dans le long terme. Non, mais de toute façon, tu parlais de performance. On ne fait pas 3 fois, 4 fois la mise sans prendre de risque. Ça n'existe pas. Oui, voilà. Non, mais ça n'existe pas. Et puis, c'est transformant, c'est dur en interne. Enfin, il ne faut pas se cacher. Après, c'est pas parce que c'est dur que ça doit être pénible. Voilà, c'est différent. Prendre du plaisir, comme disent les jeunes. C'est pas la même chose. Hein. Ça peut être difficile, mais pas pénible. Il faut savoir fêter les victoires. Voilà, c'est ça exactement. Et alors justement, en parlant de performance, parlons un peu de ton arrivée chez Meanings. Bien sûr. Donc raconte-nous. Hein. Donc moi, je rappelle que je t'ai servi 3X en 2 ans et demi. Donc maintenant que je suis LP de Meanings, est-ce que tu vas me servir 3X? Bon, ça fait 10 ans que je suis LP de Meanings. Hein. Mais bon, ça c'est la blague. Mais plus sérieusement, comment t'es arrivé chez Meanings? C'est quoi le positionnement de Meanings? Je sais que j'ai suivi, tu as fait de super belles opérations. Donc voilà, en quelques mots, ton arrivée chez Meanings et puis les quelques belles business cases que tu as réalisées. Bien sûr, chez eux. Alors déjà, c'est une rencontre, hein, c'est toujours une rencontre. Hein, donc c'est notamment avec Hervé Fonta qui a créé, qui a fondé Meanings. Qui est un ancien d'Edrip comme toi. Voilà, pas d'Edrip, mais d'Edmond Rothschild. L'autre partie qui était lui dans la partie majoritaire, enfin les fonds plus majoritaires. Et, parce qu'Edrip était minot. Voilà. Initialement, mais est devenu à switcher au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très dynamique, de très entreprenant. Hein, donc voilà, et donc ça c'est passionnant de travailler avec lui au quotidien et tous les jours. Et puis c'est aussi mon autre collègue François Tranier, donc qui est un ancien de 21 et qui pareil apporte. En fait, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est dans l'équipe chacun apporte en fait. Et puis là, maintenant, on a une équipe bien structurée, tu le sais, hein, dans la partie mid-cap, mais il n'y a pas que le mid-cap, puisque là, Meanings s'est bien développé, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est une plateforme de private equity où tu as 1,4 milliard sous gestion, donc tu as avec une partie classique LBO, on va dire OBO, small et mid. Donc moi, je m'occupe de la partie mid avec Hervé et François, mais j'ai aussi Régis et Mathieu Régis Lamarche, et Mathieu qui s'occupe de la partie small cap. Donc c'est juste une différence. Les chiffres, donne-nous les chiffres pour être éligible, pour entrer dans la thèse de la partie small cap. C'est quoi les chiffres clés? Small cap, il faut faire plus d'1 million, 1,5 million d'EBITDA, et voilà, à peu près c'est ça. Et après les tickets, c'est entre 5 et 15. Okay. Et puis nous, on fait tous les tickets au-dessus de 20, on va dire 20 jusqu'à 50. Et là, c'est quoi les KPIs en chiffre d'affaires et EBITDA pour rentrer dans le mid? Alors, dans le mid, nous, on est plutôt... Enfin, il faut être au moins... Alors, ça dépend des secteurs, parce que modulo le logiciel, qui est un peu particulier, mais sinon, il faut être au-dessus de 3-4 millions d'EBITDA. Ouais. Ok. Voilà. Et les valos, là, depuis l'éclatement de la bulle de 2021-22, là... c'est quoi les multiples sur small et mid? Elles se contiennent un peu plus, voilà. Ouais. Mais après, ce qui est difficile avec les valos, c'est qu'en fait, tu vois, on a un indicateur là qui est un peu faussé parce que comme il n'est pas sectoriel, en fait, si tu vois, par exemple, après le Covid, tu as eu beaucoup de gens qui ont fait de la santé et du logiciel. Donc, en fait, les valos ont vachement monté, mais en fait, elles ne correspondaient pas exactement à ce qui se passait dans la réalité. Parce que comme tu avais une pondération logicielle et santé, évidemment, ça avait tendance à faire monter les multiples moyens. Là, on a plutôt une tendance à des valos qui se contiennent un peu plus, voilà. Parce que donc on n'est plus à 10 fois l'ARR, quoi.
Non, est plutôt à même 10 sur fois le l'EBITDA même sur le maintenant. logiciel, même sur le logiciel, ça a baissé. Ouais, ça a Ouais. baissé là en ce moment. Et l'environnement concurrentiel L'environnement concurrentiel, il est toujours difficile parce qu'on est dans un métier mature. Hein. Le métier du LBO, c'est un métier mature. Mais par contre, je pense qu'on est avec des gens, on a du haut niveau. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'à un moment combien donné... de concurrents, toi, en France, sur le mid? Vous êtes combien d'acteurs? Moi, je suis lower mid, hein, pardon, pour être précis. Donc sur le lower mid market. Sur le lower mid market, je sais pas, en direct vraiment concurrent, peut-être 7-8 vrais. Ouais, donc ça va, c'est quand même pas. Ouais. C'est une Après, concurrence normale. Après, ça peut être. C'est pas un monopoly, c'est pas une oligopoly, c'est une concurrence normale. Quoi. Non, en tout cas, il y a de c'est pas hyper fragmenté non plus. Les volumes sont suffisants pour que tout le monde puisse investir et voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc les best case là, tes meilleurs perfs, donc ProEPCE, ça a été ta meilleure perf et drip. Je finissais juste peut-être sur Minix pour dire voilà. Ouais. Et donc là, on a aussi la partie real estate, donc immobilier, et puis des fonds. Comment elle va la partie immobilier, parce que Paris c'est quand même chaud en ce moment. Ça a été très dur. Très dur. Le marché a été très difficile, mais on a une équipe exceptionnelle par rapport à pas mal d'équipes. Enfin, là, c'est même pas nous qui le disons, c'est les LP qui a su contenir les effets. Important sur ce marché-là. C'est un fonds qui est uniquement sur France, Paris, sur France. Ouais. Alors, il y a de l'Île-de-France, mais ils sont nationaux. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est sur la deed value, ça a été. Parce qu'au même moment difficile. Où j'ai mis un ticket chez vous sur le mid-market LBO, j'ai mis un ticket chez Brookfield. Ah oui. Tu vois, immobilier, 2015. C'est hyper, Je suis à 2015, donc au bout de 10 ans, je crois que je suis à un DPI de même pas un X. Au bout de 10 ans. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Catastrophe. Non, ça a été très très dur. Et puis il y a des impacts des taux. Les taux ont un impact fort sur ces modèles-là. Voilà. Après, ils peuvent corriger parce qu'ils ont des actions sur... et puis il y a quand même de la demande HQE, enfin sur des bâtiments HQE, tout ça. Après, je ne suis pas un spécialiste, donc je préférerais laisser Charles l'associer, mais je sais qu'on est... l'équipe fait très très bien le job par rapport à pas mal. En tout cas, ça a été reconnu. Et puis là, on est en train de lever un fonds infrastructure. Ah, je ne l'ai pas reçu celui-là. Non, mais ça va arriver. D'accord, ça n'a pas démarré. Si, ça a démarré. Voilà, et c'est avec une super équipe. Donc c'est pareil. Infra, France Non, là c'est Europe. C'est sur toute l'Europe. Et quelle thèse? La thèse, c'est sur notamment le développement donc des data centers. Ouais, voilà, il y a tout ça, il y a tout cet univers-là. Il y a le recyclage évidemment, il y a tout ce qui est organisé autour de la décarbonation. C'est un marché énorme. Hein. Enfin, on s'en rend pas compte. Là, vous êtes sur du quoi, small cap? Là, avec Donald Trump qui à chaque fois tape sur le ESG, mais en fait, il y a tellement à faire sur ces domaines-là. Enfin, il y a quand même énormément de choses à faire sur ces domaines. Hein. Et là, c'est quel type de maturité de boîte? Là, c'est des boîtes. En fait, c'est des boîtes qui sont pareils que nous en fait en termes de LBO, mais la différence c'est que dans les capex, dans la structure même de l'investissement, on est plus dans du mode infrastructure que du mode LBO. D'accord, mais c'est quelle taille de boîte dans lesquelles vous seriez prêt à investir dans votre thèse d'investissement? C'est des boîtes qui font entre 30 millions de chiffre d'affaires et ça peut faire 200 millions de chiffre d'affaires. Oui. Ouais, donc entre 1 et 10 millions d'EBITDA. Il faut qu'elle soit rentable. Oui, et sont rentables. Oui. Ouais, ok. Chaque fois. C'est des... donc voilà, ça c'est l'élément. Et puis nous après c'est très important pour nous tout ce qui est aspect humain. Tu sais, c'était le fameux sujet Humanly Responsible Investor et c'est marrant parce que c'est un sujet qui est venu après, alors que c'est quelque chose qui avait été dès le début, en fait, en 2015, là, j'étais même pas là, parce que je suis arrivé en 2017, mais Hervé, il le prenait déjà. Donc c'est très drôle quand c'est après apparu aussi, de manière aussi forte, alors que c'est quelque chose qui sous-tend. L'équipe, Team Spirit, QVT, tous ces sujets. Et ta meilleure performance chez Minix? Là, chez Minix, notre meilleure performance aujourd'hui, c'est Stern, puisqu'on est sorti à 5,8 fois sur le transport à valeur ajoutée. Mais après, on a eu vraiment des très très bonnes perfs. On est tous au nord de 3,5 fois donc, sur les premières sorties. Donc c'est d'excellentes sorties. Ce qui est important, tu vois, tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a LBO et LBO. Il y a accompagnement et accompagnement. Et c'est là où c'est important
c'est ce qu'on disait, la réussite de ProWeb, c'est évidemment ton leadership, tout ça, mais tu sais très bien, c'est tous les talents et tout le travail qui a été fait tout autour de la boîte. C'est pas ça. Et ça, arriver à caler une bonne vision stratégique, avoir des actionnaires qui sont derrière, en fait, qui sont helpful et autour du management, je pense que c'est le plus important pour réussir. Ouais. C'est-à-dire que quels que soient les moments, il faut être derrière, il faut avoir une vraie vision, et puis derrière, faut mettre un peu de structure analytique pour suivre tout ça, mais il faut dans tous les cadres apporter de la valeur. Ça, je dois dire que sur la structure, travail quotidien. La structure analytique, tu nous as beaucoup aidé là-dessus. Ouais. On l'a mis en place de manière très sérieuse grâce à ton intervention, et je dois dire que ça a changé tout notre process de prise de décision, d'investissement, d'embauche. Tu vois, c'est tellement nécessaire, et ça, c'est un des sujets à la Tomcat sur lesquels on bosse beaucoup. On a un partenaire, Skylab, qui a été fondé par l'ancien DAF de Edenred France, qui a mis en place donc toute sa solution de CFO, as a service, contrôle de gestion as a service, comme tu nous avais présenté à l'époque. Il s'appelait Romuald. C'est Romuald. Romuald Caillot, c'est ça. qui nous a fait un job extraordinaire. Et donc, pour toutes nos startups maintenant, la Tomcat, on passe par Skylab, qui en fait fait exactement ce que faisait Romuald Caillot en 2012. Donc, tu vois, 13-14 ans plus tard, on met en place ce service dans toutes nos startups, parce que si tu n'as pas une visibilité très claire sur tes chiffres, sur ta performance, tu peux pas prendre les bonnes décisions. En tout cas, tu les prends, mais pas forcément les bonnes. Et comme on le sait souvent, la différence entre un échec et un succès, c'est ta capacité à prendre des bonnes décisions. Et donc, il te faut... faut que tu aies les yeux clairs, en tout cas. Quand tu avances, il faut que quand tu prends des décisions, que tu as une vision stratégique, tu ouvres des nouveaux produits, comme tu te rappelles, sur les nouveaux produits e-shake, plateforme e-commerce, etc. Si tu ne vois pas ce qui se passe, tu peux pas piloter. En fait. Et on a fait des super boards. Bon, là, on n'a plus le temps, mais dans un autre épisode, on en parlera. Des boards extrêmement sympas, mouvementés. On n'était pas toujours d'accord. On n'était pas toujours d'accord, avec notamment nos amis d'Alven Capital, Guillaume Aubin, qu'on salue. On va pas raconter l'histoire, mais peut-être une fois, un jour, on verra. Mais bon, les boards sont des moments aussi hyper importants. Et là, je dois dire que de choisir le fonds, un fonds dont le GP au board a le bon impact, ça peut vraiment beaucoup changer la donne, quoi. Et dans ton cas, ça a été top. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Ok, alors on n'a plus de temps, hein. On a déjà dépassé. Donc là, c'est le Erica moment. Donc elle va faire un tout petit wrap-up des key takeaways, et elle va te poser la dernière question. Hein. Je pourrais revenir. Ah bah oui, j'espère bien. Part 2. Alors, tu disais au début de la conversation que tu as passé quelques temps hors de France au début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose que tu as appris pendant cette expérience que tu appliques toujours Je réfléchis. Pardon, là, tu m'as pris un peu de cours, excuse-moi. Répète-moi la question. Donc, quelque chose que tu as appris avec ton expérience internationale que tu gardes avec toi toujours, que tu appliques quand tu fais des investissements, quand tu communiques avec... si, bien sûr. Il y a un truc hyper important, c'est quand j'étais sur Maesa et que j'avais les boards aux États-Unis, fondamental. Ça, moi, je pense que ça, c'est un truc qu'ont les Ricains, c'est vrai. Quand on voit entre les boards en France et les boards aux États-Unis, les boards aux États-Unis sont ultra structurés, ultra timés. Et je pense que c'est une chose qu'il faut essayer d'apporter aussi quand on fait des boards en France. Parce que je me rappelle, ProWeb, on était très timés. C'est vrai, là-dessus, c'était très très bien. C'est mon côté américain. Voilà. Et donc, à un moment, il y a des sujets, tu as tant de temps pour le traiter. Bref, à la fin, soit on arrive à une solution, soit il faut reporter, on reparle, etc. On fait des ateliers de travail. Mais c'est très important, ça, d'avoir des choses comme ça, sériées, bien timées. Et je pense que ça, c'est une force. Ça permet d'avancer plus vite, je pense, d'être très timé et très structuré sur ces boards. Merci. Et ça, c'est un sujet international. Là, c'est ce qu'on voit. Et pour quelques key takeaways, j'avais noté beaucoup, qu'il faut corriger tous les petites erreurs et que le détail, c'est le succès. Alors ça, c'est pas très simple. Oui, non, mais c'est toi qui avais dit qu'il faut corriger toutes les petites erreurs.
qu'il faut savoir comment gérer le timing, apprendre la politique et comment communiquer avec n'importe quelle personne. Et pour des entrepreneurs, surtout dans le SaaS, de ne pas hésiter à faire des prototypes et qu'il faut commencer à vraiment, à le faire même avec des petits clients. Quand on veut quelque chose, il faut y aller 100%, prendre la prise de risque sans ego et qu'on peut se réinventer. Bien sûr, utiliser au maximum son réseau. Et la plus importante, c'est qu'il faut prendre des risques. Oui, mais je pense que il faut changer le mindset les Français, il faut arrêter de leur taper dessus et de les bloquer. Enfin, c'est fondamental. Oui, c'est le message clé de l'épisode. Il faut prise de risque, on va l'intituler comme ça, la prise de risque. Oui, et les bonnes rencontres. Il faut s'autonomiser. Oui, voilà, exactement. Et donner envie. Enfin, je pense qu'il faut que dans les relations, je pense qu'il faut qu'on s'entraide. Enfin, je pense que c'est très important que tout le monde s'entraide. Ouais, ça, c'est très important. C'est l'avantage, comme tu l'as dit, de faire des bonnes écoles et des bonnes écoles qui ont un bon réseau d'anciens élèves. Et il faut qu'ils le développent, c'est très important. Merci Erika. Attends, moi j'ai quand même une dernière question. Donc tu as parlé au tout début de tes origines et j'adore le côté beaucoup d'amour, beaucoup d'exigence. Donc maintenant que tu es père, est-ce que tu répliques ce que tu as appris? J'essaye. Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu fais une autre méthode que toi tu as vécue? Alors, la différence, non, la seule, oui, il faut faire une autre méthode parce que les enfants sont différents aujourd'hui, je pense. Non, après l'exigence, je suis exigeant avec mon fils, j'avoue. Je lui laisse pas passer. Plus, moins que. Je suis exigeant parce que je pense que c'est bon pour lui. Et le vois d'ailleurs, c'est marrant. Au départ, on se dit, on est trop exigeant, on n'est jamais trop exigeant avec les enfants. Ah, intéressant ça. Ça c'est important. Au départ, on s'en rend pas compte. Après, c'est des enfants. Mais je pense que oui, les aider à faire des choses complètes, de manière complète, finaliser ce qu'ils ont à faire, prendre le temps de finir ce qu'ils ont à faire, ça c'est très très important. Je pense que c'est fondamental. Et est-ce que tu leur donnes autant d'amour est-ce que tu lui donnes autant d'amour que toi tu as reçu? J'espère. J'espère que je lui en donne. Et si tu réfléchis, tu repenses à ce que tu as reçu par rapport à ce que tu donnes? Oh oui, quand même. Ouais. Il est chouchouté quand même. Et tu as innové sur un truc non, il y a quelque chose par contre qu'on s'est dit avec ma femme, c'est que sur la partie, tout ce qui était les langues, là on a fait beaucoup pour lui. Là on a fait beaucoup. Il est déjà quadrilingue. Il est quadrilingue, enfin trilingue sûr, et puis là il est sur une quatrième langue. Okay. Ça on a fait beaucoup là-dessus. Là on a compensé. Super, merci beaucoup André, c'était un super plaisir. Merci Erika. Merci. Et à très vite. Bientôt. Et merci d'avoir écouté. Salut.